Un homme sur deux de moins de 50 ans et jusqu'à 42% des femmes sont touchées par la chute de cheveux chronique. C'est leur quotidien qui s'en trouve affecté. Les laboratoires Ducret innovent avec Neoptide Expert, le premier sérum double action, anti-chute et croissance au mécanisme d'action inédit. Développé avec la collaboration d'experts dermatologues et chirurgiens capillaires, il s'utilise seul ou agit en complément des médicaments de référence. L'innovation Neoptide Expert combine 3 actifs et cible à la fois le cycle pilaire. Bonsoir, chers professeurs, chers docteurs, bienvenue. Bienvenue à ce symposium qui est organisé par les laboratoires dermatologiques du CREI. Marhaba bikoum, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez vu sur les invitations, donc c'est un symposium qui va être dédié pour la chute de cheveux. Donc, une problématique qui peut avoir un impact sur la qualité de vie de vos patients, certainement. Mais au-delà de là, donc, elle peut aussi impacter leur confiance en soi. Donc, c'est pourquoi je vous propose ce soir une immersion avec nos experts pendant laquelle donc, on va explorer les toutes dernières avancées qui ont été faites sur ce domaine-là, donc dans le domaine de la prise en charge de la chute de cheveux, grâce à nos 3 experts, donc allant de la recherche et développement, les études cliniques, à l'élaboration de traitements. Mais avant tout, donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue donc, à professeur Pascal Regagne, que j'ai pas besoin de vous présenter. Donc, on est honoré par sa présence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, professeur Regagne, vous le connaissez tous sans doute. Donc, son nom, il résonne dans le domaine capillaire, ainsi que son expertise et ses accomplissements ont inspiré des générations entières. Merci. Je vous passe la parole, professeur. Bon, merci beaucoup, puis merci surtout de m'avoir invité. Donc, je dois balayer les actualités sur les alopécies, toutes confondues, alopécie androgénétique, effugium télogène, alopécie cicatricielle. Qu'est-ce qu'on a de neuf au cours des dernières années? Alors, on avait testé la zapette, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez le Casodex au Maroc, qui est un anti-androgène, qui est utilisé essentiellement dans les cancers de prostate. Vous savez qu'en anti-androgène, on n'a plus droit à l'androcure chez les femmes qui ont des hyperandrogénies à cause des méningiomes, qu'on observe ça maintenant, on sait, avec quasiment tous les progestatifs de synthèse. Et il y a eu de la littérature sur le bicalutamide, qui est le Casodex, qui est donné à petite dose par des experts américains et des experts australiens. Vous voyez qu'ici, on a 3 articles qui en parlent dans les alopécies androgénétiques. C'est quelque chose qui a l'air de fonctionner, qui est moins dangereux que le flutamide ou l'ulexine, pour lequel il y avait eu des publications dans les dernières années, mais ça peut quand même donner dans quelques cas des hépatites. On peut avoir des tensions des seins, une altération de la libido, quelques cas de dépression, comme on avait également avec l'androcure, et un allongement de l'espace cuté sur le CG, donc peut-être à pas donner avec d'autres médicaments qui auraient la même chose. C'est quelque chose qui peut être utile en cas d'hyperandrogénie clinique, probablement pas en routine. C'est également efficace sur les hypertrichoses. Et vous voyez cet article, alors Sinclair, c'est l'expert australien du cuir chevelu, cet article du JAD qui a un peu plus d'1 an, où à la même dose de 10 mg par jour, ce qui est une petite dose, puisque pour les problèmes de cancer prostatique, on donne au moins 50 mg. Donc une étude de 35 cas avec une bonne efficacité sur l'hypertrichose faciale et il signale les mêmes types d'effets secondaires qui sont pas fréquents mais qu'il faut absolument expliquer aux gens si on doit prescrire ce produit. C'est à mon avis pas à prescrire en routine et puis c'est en dehors d'une AMM. Alors ce qu'on utilise beaucoup maintenant, c'est le minoxidil oral à faible dose. Je ne sais pas si vous avez une expérience de ce produit-là au Maroc. Ça fait des années que les Américains donnent ça. Vous allez maintenant à des FMC, à l'American Academy, et ils vous mettent le low dose oral minoxidil en traitement de première intention des alopécies androgénétiques des hommes. Donc c'est donné là-bas quasiment avant les formes topiques. Et quand on regarde, c'est un produit qu'on connaît depuis une 50aine d'années, qui au début a été commercialisé pour des hypertensions artérielles sévères.
C'est pas terrible pour les hypertensions artérielles et les cardiologues l'ont un petit peu abandonné parce qu'à forte dose, ça donne des œdèmes assez facilement, ça peut donner des tachycardies. Donc ça a été un petit peu abandonné dans l'hypertension artérielle. Mais on a quand même en France un produit qui existe pour ça, qui s'appelle le Lonotène, qui est dosé à 5 ou 10 mg. Dans d'autres pays, le Lonotène peut être dosé à 2,5 mg. Alors c'est intéressant parce que les petites doses qu'on va donner sont inférieures. Alors vous voyez sur ce diagramme que depuis 2018, il y a énormément de publications avec ce petit graphe de PubMed qui vous montre que les publications ont augmenté. Ça a beaucoup été utilisé après cet article du JAD à propos d'un seul cas, mais vous voyez avec des photos assez spectaculaires chez un homme traité par du minoxidil à la dose de 5 mg par jour en monothérapie avec en 4 mois une repousse très importante. De nombreux articles ont suivi. Vous voyez, je vous ai mis plusieurs références là-haut. Depuis 2020, il y a eu beaucoup de choses, puisqu'en 2020, il y avait 7 études répertoriées avec des doses qui variaient entre 0,25 chez la femme et 5 mg chez l'homme, et tout un tas de doses intermédiaires. La plus grande étude récente, c'est l'étude rétrospective espagnole drivée par Vanyo Galvan, qui est un dermato hyper enthousiaste de Madrid, et qui a réussi, vous voyez, à réunir 900 femmes et plus de 400 hommes en études rétrospectives qui avaient tous reçu au moins 3 mois de minoxidil péros. Alors c'est très intéressant parce qu'on a les effets secondaires sur une grosse cohorte. Il y a une hypertrichose faciale chez 15% des cas. Alors en général, on devine, c'est des femmes qui ont déjà un petit peu de duvet. Donc il faut être prudent s'il y a du duvet et démarrer à petite dose. Ce qui est intéressant, c'est que ça apparaît dans les 60 jours, donc c'est pas immédiat, mais si on n'a pas l'hypertrichose au bout de 3 mois ou 4 mois, on l'aura pas. Les étourdissements correspondent probablement à des hypotensions orthostatiques. Là, c'est rapide, c'est dans les premiers jours. Les quelques cas de tachycardie qui sont peu fréquents, c'est dans les premiers jours. Et les céphalées, c'est assez rapide aussi. Alors, il faut noter que tachycardie, céphalée, hypotension orthostatique, c'est un petit peu rapporté avec la lotion également. Donc, c'est pas purement secondaire à cette forme orale. Dans cette étude, il n'y a que 1% des hommes et des femmes qui ont arrêté en raison d'effets secondaires. Ils recommandent cette dose, qui est en fait celle que j'utilise. Chez la femme, il faut commencer à 0,5 ou 1 mg par jour. Alors, comme le dosage n'existe pas, dans les pays où il y a du Lonotène à 2,5, on peut couper un Lonotène à 2,5 et ça fait 1,25, on se rapproche du dosage. Sinon, il faut faire les préparations magistralement par les pharmaciens qui vont déconditionner des produits ou avoir de la poudre de minoxidil base et vous faire des gélules à la concentration que vous voulez. Chez l'homme, on utilisera des doses un petit peu supérieures, en commençant à 1,25 ou à 2,5 mg, sans dépasser 5 mg. Alors pourquoi on va plus fort chez l'homme ? Parce que ça stimule un peu la pilosité faciale, et ces messieurs, en général, ils sont contents quand ils ont une belle barbe, donc ça marche bien. La barbe chez la femme, c'est moins à la mode. Il y a une étude qui a comparé 1 mg de minoxidil péros et minoxidil à 5% une fois par jour. Alors chez l'homme, on met le 5% 2 fois, mais chez la femme, quand on met le 5%, c'est une seule fois par jour. Et vous voyez qu'on a un gain qui est supérieur dans le groupe minoxidil péros à 1 mg par rapport à la lotion. Donc ça semble plus efficace. On retrouve le même type d'effet secondaire avec un petit peu plus d'hypertrichose dans le groupe péros, 27%, par rapport à 19% dans le groupe minoxidil à 5%. Et puis on a dans quelques cas des œdèmes des extrémités. Alors c'est en général des œdèmes des chevilles le matin et des œdèmes des paupières le soir. Donc c'est doses dépendantes, donc ça dépend de la dose péros qu'on utilise. Alors c'est également efficace dans les effluviums télogènes, donc on va passer rapidement celle-là. Je vous montre celle-là avec un des exemples. Vous voyez, à chaque fois, c'est dans des revues qui sont quand même pas mauvaises, des revues à comité de lecture. Pratiquement toutes les autres étaient dans le JAD. Ici, ça a été donné à des doses de 0,62,5. Alors, ça fait en fait un quart de comprimé à 2,5. C'est pour ça qu'on a des dosages un peu bizarres de temps en temps. Avec une repousse dans plus de la moitié des effluviums télogènes, très peu d'aggravation et une stabilisation dans la majorité d'entre eux. Ça marche aussi dans les séquelles d'alopécie de traction. Alors les alopécies de traction, il faut déjà obtenir qu'il n'y a plus de traction.
Si la traction continue, l'alopécie va continuer. Mais on peut réépaissir les cheveux avec du minoxidil topique ou Péros. On a les mêmes doses, vous voyez, entre 0,75 et 2,5 mg dans cette étude publiée dans le JAD en 2003. Ça marche aussi sur les alopécies post-hormonothérapie. Vous voyez peut-être des alopécies qui sont plus ou moins permanentes après le cancer du sein, induites par les taxanes. Taxol et Taxotere peuvent, dans 2% des cas, donner des alopécies permanentes. On voit ça également chez les enfants qui ont été traités avec du busulfan, par exemple, pour des conditionnements de greffe ou avec du misulban. Ces 4 chimiothérapies peuvent donner des alopécies persistantes. Et ici, vous voyez qu'en traitant par minoxidil seul, on a un gain de densité de 4%. Et si on met minoxidil plus une petite dose Péros, on a un gain qui est de 11%. Donc, intérêt de pouvoir associer les deux de temps en temps. Ça a également été utilisé en pédiatrie. Alors, on va peut-être passer rapidement. En pédiatrie, je serais quand même beaucoup plus prudent. C'est des études qui mélangent tout un tas de trucs. Ici, vous voyez, il y a des pelades, des syndromes des cheveux anagènes caducs, des hypotrichoses congénitales. Ils ont augmenté progressivement. Je ne l'utilise pas en pédiatrie. La lotion n'a déjà pas l'AMM. Donc le Péros en pédiatrie, je pense que si on a des soucis, on va être plus embêté. Et je vous le recommande pas en pédiatrie. En revanche, si vous avez une allergie à la lotion, c'est incroyable, mais il n'y a pas d'allergie à la forme Péros. Vous pouvez donner des comprimés. Alors même qu'ils sont allergiques et que vous avez des tests qui ont prouvé l'allergie du minoxidil véritable, vous pouvez donner des comprimés, il n'y a aucun problème. Alors on a cet article de 2022 du JAD, où 9 femmes qui ont une vraie allergie documentée avec des patch tests positifs ont été traitées par du minoxidil Péros sans aucun problème. Alors depuis, moi je l'ai fait. La première fois, j'ai un peu serré les fesses parce que je me disais, pourvu qu'il n'y ait pas de choc anaphylactique, j'avais quand même cet article pour me protéger. Depuis, je l'ai fait plusieurs fois et c'est très bien toléré. Donc en cas d'allergie au minoxidil, pensez éventuellement à pouvoir donner une forme Péros ou éventuellement utiliser d'autres produits et d'autres lotions. Donc finalement, est-ce qu'on peut recommander le minoxidil Péros en 2023 ou 2024 ? Je pense que oui, pas forcément en première intention. Commencez chez la femme à 0,5 mg pour être prudent. Si au bout de 3 mois ou 4 mois, il n'y a pas d'hypertrichose et que l'efficacité n'est pas au rendez-vous, passez à 1 mg. Et chez l'homme, vous pouvez commencer à 1,25 ou même, je commence maintenant à 2,5 mg et on peut monter à 5 mg si c'est bien toléré. Et l'enfant, je vous ai dit, je ne le fais pas. En revanche, il faut quand même expliquer qu'il y a de temps en temps des petits effets secondaires possibles. Ensuite, alors chez les hommes, le finastéride. Alors je ne sais pas si vous êtes obligé de remettre des notices particulières aux hommes que vous traitez, non ? C'est bien parce que ça vous simplifie la vie quand même. Nous, on est plus ou moins obligé de remettre ces notices de la NSM qui ont été publiées sous la pression d'une association qui s'appelle l'Association des victimes du finastéride. Donc son nom explique déjà un petit peu son but. Elle est dirigée par une maman dont le garçon s'est suicidé bien après avoir arrêté du finastéride. Et il y a un secrétaire dont le fils est devenu schizophrène alors qu'il était traité par finastéride. Donc l'Agence du médicament pense qu'il n'y a pas un rapport direct entre ces choses-là et le finastéride, mais tous deux en sont convaincus. Ils ont monté un site internet, ils ont amalgamé un petit peu les déçus de la live qui ont pris du finastéride à un moment ou à un autre. Et il y a un grand courant qui est un petit peu anti-finastéride. Donc il y a un bashing finastéride important en France. Et on nous a recommandé, et il faut le faire parce qu'on est obligé de prouver qu'on a prévenu nos patients des risques potentiels. Donc on remet une petite notice qui explique qu'il peut y avoir des troubles de la sexualité, qu'il peut y avoir quelques cas de dépression. Alors bon, ça touche 2% des gens qui se traitent. Les patients motivés vont continuer à se traiter. Et puis pour vous rassurer, cet article a regardé les plaintes déposées par les patients ou les familles à propos du finastéride aux USA. Ils sont toujours en avance, il y a toujours des plaintes là-bas chez eux avant chez nous. Et on voit qu'il y a eu 18 plaintes de déposées à la date où ils ont écrit cet article. L'article est... Oui, ça doit être 2023, je crois. Je pense que la date ne doit pas être bonne là-haut. Sur ces 18 plaintes,
Elles ont été déposées contre le labo et contre le médecin. Ce qu'il faut retenir, c'est que jamais aucun médecin n'a été condamné. Il y a 0 condamnation de médecin. La seule chose qu'on pourrait nous reprocher maintenant, c'est de ne pas expliquer, de ne pas délivrer d'informations. On pourrait être condamné éventuellement pour ça. Et il y a une plainte collective qui a abouti à une indemnisation en amiable du collectif de patients qui avait porté plainte. Mais c'est les États-Unis. Cette revue a essayé de comparer l'efficacité des différents traitements dans les alopécies androgénétiques masculines. Alors, c'est des comparaisons indirectes qui valent ce qu'elles valent, mais je pense que c'est quand même à peu près vrai. En premier arrive le dutastéride. Vous savez que le dutastéride est commercialisé en Corée, au Japon et au Mexique et peut-être dans d'autres pays d'Amérique centrale pour traiter les alopécies androgénétiques masculines. En France, on l'a pas, mais on a l'avodart qui est en fait commercialisé pour traiter les adénomes de prostate. Donc on peut éventuellement prescrire de l'avodart à 0,5 mg par jour. L'inconvénient, c'est que c'est un produit qui a une demi-vie d'à peu près 15 jours. Donc si vous voulez vous en débarrasser, il faut 10 fois la demi-vie, ça fait 150 jours. Ça veut dire que si vous avez des troubles de l'érection sous avodart, il faut arrêter et voir ce qui se passe 150 jours plus tard. Donc c'est un peu long, la demi-vie du produit est un peu longue. Donc je l'utilise moi pas trop en première intention. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est donner un seul comprimé de dutastéride une fois par semaine en associant ça au finastéride. Ça renforce l'efficacité du finastéride et on a à ce moment-là, avec le Duta, une activité sur la 5-alpha-réductase de type 1 qu'on n'a pas avec le finastéride qui ne bloque que la 5-alpha-réductase de type 2. Ensuite, vous voyez que le minoxidil péros à 5 mg est situé un tout petit peu au-dessus du finastéride. Et puis ensuite, on a finastéride et ensuite, on a minoxidil à toute petite dose. Donc, c'était les traitements oraux. Alors, chez la femme, est-ce que vous utilisez de la spironolactone dans les alopécies androgénétiques? Oui, j'ai l'impression pour beaucoup. Bon, vous avez raison. Beaucoup ont peur de la spironolactone parce qu'on ne la connaît pas très bien en dermato, mais c'est un excellent produit pour traiter les acnées tardives de la femme au-delà de 25 ou 30 ans. Ça traite vraiment bien les acnées hormonodépendantes et c'est un petit peu efficace également sur l'hirsutisme et sur les alopécies androgénétiques. Il faut utiliser, si on veut résumer, 100 mg par jour. C'est la dose qui est à peu près efficace. À des doses inférieures, ça marche un petit peu moins bien. Les effets secondaires sont peu fréquents. Tant que vous ne dépassez pas 100 mg chez les femmes jeunes, vous n'êtes même pas obligé de surveiller la kaliémie. On a une étude qui nous a démontré ça. En revanche, chez des femmes qui ont plus de 50 ans, et si vous augmentez au-delà de 100 mg, il faudra vérifier créatinine, ionogramme et calcémie. La revue de la littérature en 2022 a redémontré que la dose de 100 mg était probablement la mieux. 12 articles ont compilé des doses qui variaient entre 25 et 200 mg par jour. Ça marche assez lentement sur l'alopécie androgénétique et sur l'autisme, plus lentement que sur l'acné, et il faut à peu près 1 an pour pouvoir en juger. À 100 mg, il y a très peu d'effets secondaires. En 2023, une nouvelle revue de la littérature a retenu énormément d'articles, a analysé que ceux qui étaient comparatifs ou avec des critères fiables de jugement. Et là, pareil, on voit que les doses varient entre 25 et 200, que ce qui est le plus convaincant, ça reste la dose de 100 mg par jour. Ici, il y avait des repousses photographiques. Quand il y avait des photos, il y avait 195 femmes qui avaient été photographiées avant et après, avec une repousse photographique pour la majorité d'entre elles. Il y a de la spironolactone topique qui est donnée également, mais compliqué à faire. J'ai jamais utilisé, j'ai pas d'expérience. Donc, retenez 100 mg par jour en comprimé. Les effets secondaires, vous avez les fréquences ici dans la littérature. Ça peut donner des troubles du cycle menstruel s'il n'y a pas de contraception. On peut utiliser la spironolactone sans contraception. À ce moment-là, il faut dire aux femmes d'arrêter si elles sont enceintes. C'est en fait très peu problématique. À des doses de 100 mg et en dessous, il n'y a aucun cas de tératogénèse répertorié dans la Banque française de tératovigilance. Et la conclusion, c'est que c'est pas dangereux chez la femme enceinte à des doses de 100 mg et à des doses inférieures. La prudence, c'est de leur demander d'arrêter quand elles savent qu'elles sont enceintes et d'arrêter avant la fin du 3e mois de grossesse,
qui est la période de différenciation des organes génitaux. Les céphalées, l'essoufflement, c'est assez rare, les hypotensions orthostatiques également. Les hyperkaliémies à ces doses-là, on les voit que chez les patientes qui ont plus de 40 ou 45 ans, et c'est rare également. Est-ce que c'est dangereux de donner à des femmes qui ont eu des cancers du sein? Alors longtemps, on a dit, bah oui, on ne sait pas bien, c'est un anti-androgène. Et une étude cas témoin récente, publiée dans le JAD, a permis de mettre en évidence qu'il n'y avait pas plus de complications avec ou sans spironolactone, y compris chez des femmes qui avaient fait un cancer du sein, et donc pas de risque de rechute. Donc chez la femme, c'est à peu près tout ce que j'ai en actualité. Alors chez l'homme, on voit peut-être, nous, de plus en plus des formes précoces. On voit des alopécies androgénétiques chez les garçons dès l'âge de 10-11 ans. Et c'est souvent pas très connu, on nous les envoie souvent en nous demandant ce que c'est. Si vous avez une topographie d'alopécie androgénétique et une hétérogénéité des diamètres en dermoscopie, et le plus souvent il y a des antécédents dans la famille, vous pouvez, sans biopsie et sans autre examen, et sans vous lancer dans des examens endocriniens qui vont servir à rien, faire le diagnostic d'alopécie androgénétique chez les enfants. Alors, le diagnostic, il est clinique chez l'homme. Vous connaissez les différents stades. Ça peut commencer en antérieur ou au niveau du vertex. On utilise la classification de Hamilton modifiée par Norwood avec les différents stades. Les petits signes précoces chez les enfants et chez les ados, ça va être des cheveux fins et des cheveux duvet sur la bordure. Vous voyez ici, il y a un petit peu trop de cheveux duvet. C'est normal d'avoir des cheveux un petit peu plus fins sur la bordure, mais pas autant qu'ici. Et on a également le signe des cheveux frisés sur la bordure ou à la périphérie, le syndrome des cheveux frisés acquis, qui traduit souvent des alopécies androgénétiques sévères débutantes. Et puis vous pouvez utiliser le dermoscope. En dermoscopie, vous allez voir des petits halos péripilaires qui sont ces halos un peu jaunâtres, matérialisés par les flèches bleues. Et vous avez surtout les diamètres hétérogènes, avec cette hétérogénéité des diamètres qui est le premier signe de l'alopécie androgénétique. Il faudra systématiquement faire un test à l'attraction. Alors on tire une trentaine de cheveux. Normalement, on en a 1 ou 2. À partir de 3, c'est un peu excessif. Dans les alopécies androgénétiques, le test sera positif uniquement en période évolutive. Il n'est pas toujours positif. Mais c'est important de le faire en consultation parce que c'est un truc que vous pouvez refaire après traitement, voir si ça s'est amélioré ou pas. Et ça vous donne un truc objectif pour vérifier l'efficacité de vos traitements. Les diagnostics différentiels de l'alopécie androgénétique, alors là c'est peut-être un exercice de style, Je pense qu'on fait tous facilement le diagnostic d'alopécie androgénétique et on éliminera rapidement des effluves télogènes, des alopécies iatrogènes, des pelades, des trichotillomanies. On peut avoir des alopécies cicatricielles sur des zones d'alopécie androgénétique. Notamment, il y a une variété de lichen planpilaire qui est topographiquement sur les zones d'alopécie androgénétique. Les fluviums télogènes, on a un affinement diffus de la chevelure, un élargissement de l'arrêt, des diamètres qui restent. La pelade diffuse, elle peut être un peu trompeuse au début, mais on a souvent quand même de temps en temps des petites plaques, des antécédents de pelade, ou perso ou dans la famille. Les alopécies iatrogènes peuvent parfois prendre des aspects topographiques d'alopécie androgénétique. Ici, vous en voyez une secondaire à des anticoagulants, une autre secondaire à une chimiothérapie. Les alopécies cicatricielles, vous voyez que ce lichen planpilaire a une topographie qui peut faire évoquer une alopécie androgénétique, mais c'est complètement lisse quand vous regardez, c'est complètement lisse en dermoscopie, ce qui vous permet de rétablir le diagnostic. La trichotillomanie, si les gens tirent sur les zones d'alopécie androgénétique, ça va vous donner des chutes dans ces zones-là, mais en dermoscopie, vous allez avoir des cheveux cassés, des cheveux arrachés, des cheveux cadavérisés, éventuellement des hémorragies périfolliculaires. Alors, comment traiter chez l'homme maintenant ? Alors, on n'a pas de truc miraculeux, donc il faut leur dire tout de suite. Alors, ça va dépendre un peu de l'âge, du profil psychologique, de ce qu'ils ont déjà eu, et on va discuter avec eux. Et les traitements médicaux approuvés, on va avoir le minoxidil en topique, et puis en péros, on va avoir le finastéride, et puis le minoxidil maintenant à petite dose. Et puis on peut également utiliser des compléments alimentaires, des vitamines, des acides aminés soufrés. On peut également ne pas faire de traitement ou attendre un peu.
en proposant des shampoings volumateurs, des lotions cosmétiques, des compléments alimentaires. Et puis, dans les cas les plus sévères, on peut proposer des microgreffes, des perruques, des compléments capillaires partiels. Donc, il faut jouer sur ces différents traitements. Alors, le minoxidil a une efficacité à long terme, contrairement à ce qu'on dit, mais l'efficacité diminue un petit peu, peut-être un petit peu plus que celle du finastéride. Ici, vous avez le poids des cheveux. Chez des patients qui sont sous minoxidil à 5% ou à 2%, vous voyez qu'on a un gain assez rapide, que le gain est plus rapide dès la 12e semaine avec la formule à 5% par rapport à la formule à 2, et puis que le plateau est un petit peu supérieur avec le 5%, mais que l'efficacité diminue peut-être un petit peu à partir de la 3e année, et puis quand on arrête le traitement, l'efficacité diminue également, donc c'est une efficacité suspensive. On n'a pas d'études qui comparent vraiment minoxidil et finastéride, donc ça va dépendre un petit peu du profil des gens. Il y a des gens qui vous ont dit que le finastéride ne marchait pas sur les zones antérieures, c'est pas vraiment vrai, ça marche un peu partout. C'est simplement que les premières études avaient été faites avec des rasages au vertex, mais les études qui ont été faites sur les zones antérieures montrent que ça marche un peu partout. Donc les deux doivent être maintenus régulièrement et il faudra faire choisir en fonction des désirata des patients. Alors ça peut dépendre un peu de leur motivation, c'est un peu la conduite que je fais moi. S'ils ont une faible motivation, j'explique les deux traitements, et puis s'ils sont faiblement motivés, ils n'ont pas envie de débuter un traitement à vie. Donc là, je propose des compléments alimentaires, des lotions cosmétiques temporaires sur 3 mois, ou des shampoings volumateurs. Et puis on évalue, s'ils sont contents, 3 mois ou 6 mois après, bon, on fait rien. S'ils sont pas contents, ils passent dans la case grande motivation. Et grande motivation, je leur débute soit un minoxidil 2 fois par jour, soit un minoxidil Péros en commençant à 2,5 mg, soit du finastéride Péros en faisant 1 mg, et maintenant je fais surtout 1 mg 3 fois par semaine, qui est une dose qui est complètement suffisante, qui donne la même efficacité que 1 mg tous les jours, avec un peu moins d'effets secondaires. Je les évalue, si ça marche, après 3 ou 6 mois de traitement, on continue indéfiniment. Si ça marche pas bien, je change de traitement ou éventuellement, j'associe les traitements. Quand ils ont des stades plus évolués, c'est forcément un traitement médical. Donc ça va être le finastéride ou le minoxidil, soit en lotion, soit Péros. On les évalue à 3 ou 6 mois. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on fait des associations. Et on associe éventuellement également des shampoings volumateurs, des compléments alimentaires. Et puis, on peut rajouter des microgreffes. Le fait de faire des microgreffes n'empêche pas de continuer les traitements médicaux. Chez les patients de plus de 40 ans, on me pose souvent la question, parce que le finastéride n'a pas vraiment la MM, mais en fait, il marche. On a des études qui ont démontré que ça fonctionnait chez des hommes entre 40 et 50 et chez des hommes entre 50 et 60 ans. Donc, on peut poursuivre le finastéride, qui en revanche a un petit peu plus d'effets secondaires d'ordre sexuel, parce que la sexualité à 50 ans n'est pas la même qu'à 18 ans. Ça peut être également une bonne indication pour les mini et les microgreffes si l'alopécie est stabilisée. On greffera beaucoup plus facilement un patient de 40 ans qu'un patient de moins de 30 ans, où là on est très prudent. Moi je conseille de ne pas faire de greffe avant 28 ans. Et les stades tardifs, ça va être des perruques, des volumateurs, ou éventuellement des coupes courtes. Avec la coupe courte, ça peut être très classe. Si on a des cheveux très longs sur le côté et qu'on n'a rien là-haut, ça fait pas terrible. Donc, on peut de temps en temps conseiller simplement des coupes courtes. Il faut absolument, quand vous avez fait vos traitements, que vous puissiez évaluer la réponse. Et si on n'a rien pris de particulier, le patient il revient à 6 mois, vous lui dites alors qu'est-ce que vous en pensez, vous trouvez que ça marche? Puis alors il vous dit et vous docteur? Puis là, si vous n'avez pas d'éléments, vous êtes bien embêté. Il vous dit, c'est plutôt à vous de me dire. Alors, on peut prendre des photos. Moi, souvent, je fais des photos avec leur propre portable et je leur demande de revenir avec à la consulte. Comme ça m'évite de chercher moi-même, ça m'évite de les paumer, ça m'évite de les stocker dans mon truc et dans mes espaces. Et puis, j'en refais une quand ils reviennent et puis je compare ce que j'ai sur mon smartphone avec ce qu'ils ont sur le leur. Donc, c'est très bien parce qu'on compare avec eux. Donc, on arrive souvent à avoir des repousses qu'ils n'avaient pas réalisées. Parce que quand ça repousse progressivement, ils ne s'en rendent pas compte. Et puis, vous pouvez également mesurer les tonsures.
Vous pouvez faire le petit test à attraction que je vous ai montré tout à l'heure. Ça vous fait un truc qui permet d'être objectif. Vous pouvez essayer d'apprécier le pourcentage de miniaturisation en dermoscopie en mettant il y a 30% des cheveux miniaturisés ou il y a 50% des cheveux miniaturisés. Et ça, si ça s'améliore, vous pouvez également encourager vos patients avec des trucs objectifs. Bon, c'est les photos, mais ça, c'est des photos dans le cadre d'études cliniques. Vous voyez que quand ça repousse, ça se voit. Hein, là, c'est avec du minoxidil. On nous a beaucoup montré ce genre de truc. Ça, c'est un patient, un cas personnel, sous minoxidil 6 mois. Ah, waiting for connection. Ah oui, ça passe pas là, mais ça passe là. Bon, ici, un autre cas, donc 6 mois. En général, 6 mois est suffisant pour pouvoir juger l'efficacité. Alors, éviter les greffes précoces, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut donner ça. Hein. Donc, ce pauvre homme, il vient en demandant à ce qu'on lui retire les cheveux sans laisser de cicatrice. Bon, on peut pas, là. Si on veut les retirer, il va falloir faire des ponches ou faire des épilations électriques, mais dans tous les cas, on va lui laisser des marques. Mais c'est vrai que là, il a un peu une tête de clown. Donc, ne jamais greffer avant 28 ans et être très prudent là-dessus quand vous les envoyez sur des greffeurs. Sinon, il faut traiter le plus précocement possible, parce que plus on traite précocement, mieux ça marche, et puis on arrive souvent à stabiliser, pas toujours à faire repousser. Il faut bien les écouter, parce qu'il faut voir quelle est leur motivation. Il faut leur expliquer les résultats possibles, parce qu'il y en a qui viennent avec qui ont l'impression qu'on est tout puissant et qu'on va tout faire repousser, ce qui n'est pas toujours le cas. On est obligé de prendre un peu de temps pour discuter les effets secondaires, les risques, et puis les mettre en garde contre tous les trucs qui ne marchent pas, les instituts capillaires souvent très chers. Ne pas oublier de faire les photos, donner des conseils pratiques sur l'application. Alors vous pouvez leur conseiller également de ne pas fumer ou de fumer moins. On a des études qui montrent que le tabagisme aggrave un peu la chute de cheveux chez l'homme et chez la femme. Donc ça peut être une occasion de faire passer un message anti-tabac. On s'est posé la question beaucoup du bimatoprost. Alors le bimatoprost, c'est un analogue de prostaglandine qui est responsable, quand on l'utilise en collyre, d'hypertrichose des cils. Et il existe aux États-Unis une forme cosmétique qui s'appelle le lattice, qui est un truc qu'on met sur les cils et ça donne des cils plus longs, plus pigmentés et plus épais. Ça marche un tout petit peu dans les pelades des cils, mais c'est un produit qui peut pigmenter l'iris, donc changer la couleur des yeux. Donc il faut être très très prudent là-dessus. On a essayé de mettre le latanoprost dans des collyres anti-chute. Ça fonctionne, mais c'est très cher. Et ça donne des collyres qui coûtent la peau des fesses. Alors, il y a des préparations qui sont possibles, qui intègrent du latanoprost à 5 mg dans des préparations faisant 60 ml. Mais ça vous donne des préparations qui sont très chères, qui sont autour de 150 à 200 € le flacon. Et il faut un flacon par mois. Donc pour le moment, c'est un truc qui est très coûteux. Et la concentration de latanoprost utilisée ici est un petit peu inférieure à ce qui a été utilisé dans l'étude de Bloom-Petavi que je vous ai montré avant sur des mini-zones. Donc pour le moment, c'est encore une voie d'exploration, mais coûteuse. Le PRP, moi j'y crois pas beaucoup. Alors je suis souvent challengé, mais on avait fait un test à Saburo sur une quinzaine de patients avec des comptes de cheveux, avec un système informatique, et on n'avait vraiment aucune repousse après 3 séries de PRP. Donc moi j'ai tendance à plutôt les décourager du PRP, en tout cas dans les alopécies androgénétiques. Dans la littérature, on voit un petit peu de tout, mais je vous mets quelques articles ici. Alors le premier, c'est le nôtre, où on a été complètement déçus, avec une diminution de la densité dans les 14 cas sur les photos. Je crois qu'il y en avait un 15e qui avait un cheveu en plus sur la zone, mais donc ça marchait pas. Alors certains patients étaient contents, mais avec moins de cheveux sur les comptes. Donc il y a un gros effet placebo. Donc quelques études non contrôlées sont positives, souvent dans des mauvaises revues. Qu'est-ce que c'est ? Les LED. Est-ce que les LED ont une efficacité ? Alors c'est pareil, on a tout un tas de systèmes qui ont été agréés, qui ont un agrément CE, qui ont un agrément aux États-Unis,
mais qui n'ont pas forcément démontré d'efficacité. C'est en plus un petit peu compliqué, il faut faire des séances d'une demi-heure, 3 fois par semaine. Il y a des casques, il y a des peignes, il y a quelques études contrôlées qui montrent que les LED peuvent marcher un peu, mais c'est pas très très convaincant. Et j'avais été amené, moi, à expertiser un système, et quand on regardait les résultats des phototrichogrammes, c'était à chaque fois un peu décalé, les comptes étaient discutables, quand on refaisait les comptes, qu'on se recalait, on n'avait pas les résultats qu'ils avaient dans les publications. Donc c'est pareil, je recommande pas trop et j'y crois pas beaucoup. En revanche, le maquillage, c'est très intéressant, notamment chez les femmes, et puis chez les hommes aussi. On peut utiliser des poudres, on peut utiliser des fibres capillaires, vous avez Nanogène à droite, vous avez les fibres topiques, et vous voyez, avec un simple poudrage, on change complètement la tête des gens, et pour aller à un mariage ou pour faire des photos, ça rend souvent service. Donc moi, je leur photocopie, je leur imprime une liste avec les sites internet où ils peuvent se fournir les fibres, et certains en sont très contents. Je leur dis qu'il y a beaucoup de présentateurs télé qui utilisent ça pour pas que ça se voit à la télé, ça marche très bien. Alors, chez la femme, le diagnostic est un petit peu plus facile. Alors, c'est pareil, ça peut débuter à partir de l'âge de 10 ou 12 ans chez les jeunes filles. Il faudra systématiquement, chez les femmes, rechercher des facteurs médicamenteux, notamment des contraceptions qui soient progestatives, des stérilets avec du lévonorgestrel, comme le Mirena, ou des implants qui peuvent aggraver. C'est souvent familial, et c'est un petit peu la même chose que l'alopécie androgénétique masculine, mais avec probablement une sensibilité hormonale qui est moins importante que ce qu'on croit. On va différencier les stades de Ludwig 1, 2 ou éventuellement 3. Les diagnostics peuvent se faire au démarrage sur des formes en arbre de Noël, vous voyez en haut à droite. On a, comme chez les hommes, des duvets sur la bordure, des récessions. Dans quelques cas, on n'a pas de bordure frontale, persistance. Et classiquement, la bordure frontale permet sur le devant de conforter un peu le diagnostic, mais on n'a pas tout le temps. On va éliminer une hyperandrogénie. S'il n'y a pas de trouble des règles, il n'y a en général pas d'hyperandrogénie. Donc c'est pas la peine d'aller faire des bilans hormonaux chez les femmes qui sont réglées régulièrement. Si on fait un bilan, donc c'est devant des oligospagnoménorrhées, il faut que la contraception soit interrompue. On fait ça en première partie de cycle. Et vous pouvez, en première intention, vous contenter de testostérone, sulfate de DHA, 17-hydroxyprogestérone et d'une échographie ovarienne. Donc si ça s'est perturbé, il faudra éventuellement faire des tests dynamiques, faire un test à la CTH pour retrouver un bloc et puis demander un avis endocrinien. Comment traiter ? Alors, si le bilan endocrinien est anormal, on va traiter la cause, et c'est en général plutôt les endocrinos qui s'en chargent. Si le bilan est normal, moi je conseille une contraception anti-androgène. Alors, c'est des produits genre Jasmine, Jasminelle, Diane 35, Fémi, Triafémi, Bellara, Bellanet, toutes ces pilules qui sont des pilules non remboursées de 3e ou de 4e génération, sont des pilules anti-androgènes qui ont en général l'AMM pour traitement de l'acné ou contraception chez la femme acnéique. Et s'il y a une vraie hyperandrogénie, il faut rajouter de la spironolactone, comme on l'a vu tout à l'heure, à 100 mg par jour. On regarde si c'est efficace à 6 mois, on continue. Si c'est pas efficace, on va rajouter le minoxidil, soit péros, soit en topique. On va vérifier également la TSH, être sûr qu'on n'ait pas une hypothyroïdie fruste. On va complémenter en vitamine D, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être important. Et puis on va vérifier la ferritine et compléter en fer si la ferritine est inférieure à 30 nanogrammes par millilitre. Si le bilan, alors là c'est un peu la même chose, qu'est-ce que j'ai mis là, je la vois pas. Bilan hormonal, c'est installation rapide ou c'est hyperandrogénie. Oui, on va être un petit peu pareil, sauf que là, on mettra le minoxidil en plus d'emblée. Dans les stades avec cuir chevelu non gras et pas d'hyperandrogénie, les traitements anti-androgènes ne servent à rien. La spironolactone ne sert à rien. La contraception va être peu efficace. Si on doit mettre une contraception, il faudra quand même privilégier les pilules que j'ai évoquées tout à l'heure,
donc celles qui sont affichées, plus Bellara, Belanet, Fémi, Triafémi, donc des pilules destinées aux acnés. Mais le minoxidil sera le seul truc efficace. Alors classiquement, c'est le minoxidil 2% matin et soir. C'est celui qui va vous donner le moins d'hypertrichose, spécialement chez des femmes brunes que vous pouvez rencontrer dans votre patientèle. Mais on peut, en deuxième intention, utiliser le minoxidil péros comme on l'a vu. On peut mettre du minoxidil à 5% le soir et à 2% le matin, voire chez les femmes blondes qui ont peu de duvet, du minoxidil à 5% matin et soir. Et encore une fois, l'aldactone ici ne servira à rien. Avec cuir chevelu, c'est la même chose, c'est la même, je ne sais pas pourquoi il y a deux fois. Dans les Ludwig III, on n'a pas grand-chose de plus, si ce n'est en bas les prothèses capillaires, les volumateurs, les shampoings volumateurs. Habituellement, chez la femme, on a peu d'indications au greffe, sauf si on a une atteinte antérieure très importante, avec une zone occipitale qui est préservée. Il y a un bon différentiel de densité entre le devant et l'arrière. Mais c'est souvent diffus et c'est souvent au-delà des greffes. Il y a des gens qui ont utilisé le finastéride chez les femmes, notamment cette étude qui est un petit peu vieille maintenant, italienne, avec des photos très convaincantes, mais il y avait jasmine et finastéride en même temps. Alors le problème du finastéride, c'est qu'il faut absolument une contraception efficace, il faut prévenir les femmes que ça peut être tératogène en cas de grossesse. Dans cette étude, à 2,5 mg par jour, donc un demi-comprimé de Chibroscar fait pour la prostate, à donner hors AMM, associé à une contraception, on avait une repousse sur des photographies qui étaient assez impressionnantes, donc qui étaient discrètes, modérées ou importantes. Vous avez le graphe ici avec le nombre de patientes qui avaient des repousses obtenues. Vous avez des photos ici chez ces femmes jeunes traitées par contraception et finastéride. Alors après, on est hors AMM, il faut vraiment être certain qu'elle soit sous contraception et qu'elle ne soit pas enceinte avec ce traitement. Il y avait dans cette étude également des photos en dermoscopie qui montraient une amélioration de la densité et une augmentation des diamètres, avec encore ici une femme qui avait une repousse importante. Les autres anti-androgènes, je les recommande pas. Du tastéride, ça dure trop longtemps. Il y a eu des études avec cimétidine, flutamide, vraiment ça faut pas le faire. Le Casodex, on a vu tout à l'heure les petites études récentes, c'est à mon avis insuffisant pour l'instant pour vraiment recommander ça. Et puis les massages, la mésothérapie, l'ozone, les huiles essentielles, tout ça, dans mon expérience, ça ne marche pas bien. Bon, après, on a des alopécies frontales fibrosantes. Alors, je pense que vous en voyez de plus en plus, nous aussi. C'est un truc qui a beaucoup augmenté entre 1994 et 2010. Depuis, ça stagne un peu. On ne connaît toujours pas la cause des alopécies frontales fibrosantes. On a suspecté les produits solaires, mais ils sont innocentés par les dernières études épidémiologiques. Et on a un mal fou à les traiter. Donc, toutes ces options ont été proposées sans qu'on sache lesquelles soient vraiment les plus efficaces. Moi, en première intention, j'utilise quand même du Dermovalgel 2 fois par jour, puis dégraissif, puis je prends le relais par du Locoïde 3 fois par semaine. Je fais, quand c'est inflammatoire, des injections de Kenacort en les diluant sur la lisière, en répétant ça toutes les 6 semaines, 3 fois de suite, puis tous les 3 mois après pour éviter les atrophies. Ça permet de maintenir les sourcils. Les sourcils, il faut plutôt se mettre à 2,5 mg par ml. Et la lisière, je me mets plutôt autour de 5 ou 8 mg par ml. Des études espagnoles ont mis en évidence une bonne efficacité du finastéride. Dans mon expérience, ça marche vraiment pas dans tous les cas. Je l'utilise que chez les femmes ménopausées. Je préfère utiliser au démarrage la doxycycline à la dose de 100 mg par jour, qui est un petit peu anti-inflammatoire. L'hydroxychloroquine, je trouve, ne fonctionne pas. Et j'utilise l'isotrétinoïne si on a des papules frontales à la dose de 20 mg par jour. C'est un emploi facile chez la femme ménopausée, c'est beaucoup plus compliqué chez la femme jeune où en France on est obligé de faire des tests de grossesse tous les mois. On a vu beaucoup d'effluvium post-Covid, c'est moins à la mode maintenant. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des effluviums qui sont très sévères, qui surviennent précocement. C'est pas 3 mois après, c'est souvent 15 jours ou 1 mois et demi après le Covid. Et ça récupère, mais il faut une année complète pour que ça récupère.
Et puis enfin, on a les anti-Jack dans les pelades. Je ne sais pas si... Vous avez un remboursement des anti-Jack dans la pelade au Maroc? Non? Alors en France, on a depuis le 1er avril, c'est pas un poisson, hein, c'est vrai, on a depuis le 1er avril un remboursement du baricitinib dans les pelades sévères, c'est-à-dire les pelades de plus de 50%, évoluant depuis plus de 6 mois, chez l'adulte de plus de 18 ans. Et on vient d'obtenir un ASMR 4 pour le rétlicitinib, mais il n'y a pas encore le remboursement, mais ça veut dire qu'il va y avoir un remboursement également pour le rétlicitinib. Donc pour le moment, ce qu'on a, c'est le baricitinib. Alors la pelade, c'est quand même quelque chose de fréquent. Vous voyez, 2% de la population à un moment ou à un autre, ça touche 6 millions d'Américains, et on a 5 à 10% qui sont des pelades vraiment sévères, donc qui vont motiver ces nouveaux traitements biologiques. Sous anti-Jack, si on compile un peu la littérature, c'est pas miraculeux, hein, ça fait pas repousser 100% des pelades. On voit qu'on a des repousses de 40% des pelades sévères à 1 an. Les anti-Jack, c'est en plus des traitements qui fonctionnent lentement. Sur l'anti-Jack sur la dermatite atopique, ça va vous améliorer rapidement. En 3 mois, vous allez être amélioré. Sur les pelades, il faut souvent 6 à 12 mois pour vraiment voir les améliorations. Et les critères en général d'évaluation sont plutôt faits à 36 semaines, donc à 9 mois, parce que ça évolue lentement. Et vous voyez que les sévères, on a 40% des patients qui ont des repousses satisfaisantes. Alors, repousse satisfaisante, ça veut dire repousse de 80%. Donc, ils peuvent garder 20% de plaques peladiques éventuellement. Donc ça, c'est 40% des gens. Les pelades totales ou universelles, on a des repousses de bonne qualité que dans 20 à 25% des cas. En revanche, les pelades qui ont des scores entre 50 et 95%, repousse à 36 semaines dans 50% des cas et probablement un petit peu mieux à 1 an. Donc les meilleures indications, c'est celles qui ne sont pas complètement totales. Alors, vous savez qu'on a eu des recommandations d'utilisation et qu'il y a plus de phlébite, d'embolie pulmonaire, d'infarctus du myocarde, d'infections sévères chez des patients qui ont plus de 65 ans, qui ont déjà des risques d'AVC ou d'infarctus du myocarde, qui fument ou qui ont fumé de façon importante, ou qui ont des facteurs de risque de cancer ou des antécédents de cancer. Donc on recommande de ne pas utiliser l'eau lumiante dans ces cas particuliers. Ici, on voit que l'évolution se fait lentement, puisque vous voyez qu'à 36 semaines, on aura sur le graphe de gauche 34% des patients qui ont des repousses satisfaisantes, et qui deviennent 39 à 52 semaines, et on arrive à 45 à 2 ans. Sur les cils et les sourcils, c'est intéressant, ça marche un petit peu avant. On a souvent une repousse des cils et des sourcils avant les repousses du cuir chevelu, et si on a certains patients n'ont qu'une repousse des cils et des sourcils, et ça peut changer la vie, parce que quand vous portez une perruque avec des cils et des sourcils, ça passe. Quand vous la portez sans cils et sans sourcils, on voit tout de suite que c'est une perruque. Dans les alopécies sévères, vous voyez que ça marche moins bien que dans les scores SALT inférieurs à 95, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les résultats, quand ça marche, hein, on a des franches repousses, et on a également des repousses des cils et des sourcils. On a tout un tas d'autres anti-Jack qui sont en cours de développement. Le seul qui va arriver, c'est le rétlicitinib. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est autorisé à partir de 12 ans, ce qui n'est pas encore le cas du baricitinib, c'est-à-dire de l'eau lumiante. On a le deruxolutinib des laboratoires Concert, là-haut, qui marche pas mal, mais il y a eu des publications à l'AAD qui ne sont pas particulièrement honnêtes, parce qu'ils expriment les résultats dans un bras à forte concentration, et ce bras à forte concentration a été arrêté en raison d'effets secondaires excessifs. Nous, on a participé au protocole, on nous a même demandé de rappeler les patients pour leur faire rapporter le produit et utiliser des posologies plus faibles. Donc le deruxolutinib, pour le moment, on ne sait pas bien s'il va réussir son développement ou pas. Le deucravacitinib, c'était assez intéressant parce que ce n'est pas un véritable anti-JAK, il n'est pas anti-JAK 1,3 comme les autres, c'est un anti-TYR2, un anti-tyrosine kinase 2, donc avec moins de problèmes sur la coagulation et sur les lipides.
Le problème, c'est qu'il a l'air de ne pas marcher et que le développement vient d'être arrêté. Donc, vous voyez, on va avoir plein d'anti-jack, mais c'est encore un peu tôt pour les comparer entre eux. Donc, je vais vous passer rapidement ça. Et puis après, nous, on a quand même toujours notre méthotrexate qui marche pas trop mal, à condition de l'utiliser avec de la prednisone. Cette étude donc, qui a été publiée au tout démarrage par Pascal Joly dans le JAD mettait en évidence l'efficacité du méthotrexate. Et depuis, il y a eu des revues de littérature. Et puis surtout, on a publié en 2023 notre étude faite avec Pascal Joly, avec méthotrexate seul versus placebo pendant 6 mois. Puis une deuxième phase où on avait métho plus cortencil 20 mg 3 mois et 15 mg 3 mois de plus. Et dans ces études, qu'est-ce qu'on voit? Alors on a inclus 90 patients qui avaient tous des alopécies totales ou universelles, récalcitrantes depuis plus de 6 mois. Donc des patients qui étaient plus sévères que ce qu'on voit dans les études baricitinib que je vous ai présentées. 45 ont reçu du méthotrexate, vous voyez, à des bonnes doses, et 44 ont reçu un placebo. À M0, tous les patients étaient comme ça. Donc vous voyez, des pelades vraiment totales, il n'y a pas de discussion. Tous comme ça, donc j'en ai mis 3, je ne les ai pas tous mis. On a essayé de regarder sur des photos quel était le pourcentage de repousse en faisant des scores SALT, et on a considéré que la repousse était totale si on avait un score SALT inférieur à 10, donc un critère plus astringent que les études anti-JAK qui retenaient un score SALT inférieur à 20. Ça, c'était les 4 experts qui appréciaient le score SALT sur photo, sans connaître les traitements. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur les 45% qui ont eu du méthotrexate, on a eu à 6 mois une repousse supérieure à 25% chez 3 patients seulement. Chez ces 3 patients, on a poursuivi le traitement et on a une efficacité à 1 an chez 1 patient sur les 45. Donc la première conclusion, c'est que le méthotrexate ne fonctionne pas. Et ça, l'étude, elle est bien faite pour ça. Après, les patients qui ont eu une mauvaise réponse à 6 mois, on les a mis sous métho tous et sous cortencil la moitié d'entre eux. Et en fait, on a un certain nombre de repousses, mais uniquement dans le bras qui a du cortencil. Donc là, vous voyez des patients qui ont vraiment 0 repousse à M5, ils sont tous comme ça à M5. Le patient qui a eu la plus belle repousse sous méthotrexate, à 5 mois, c'était celui-là. Vous voyez que c'était pas terrible. Finalement, notre critère de jugement principal sur le méthotrexate montre que ça marche pas. Donc c'est pas efficace. En fait, les autres qui ont été re-randomisés, on voit qu'on a des repousses complètes chez 20% des patients qui ont eu métho plus prednisone et des repousses incomplètes chez 45%. Et puis surtout, si on regarde les patients qui ont eu le méthotrexate les 6 premiers mois, puis qui ensuite ont eu métho plus prednisone, on a quand même une repousse dans 31% des cas. Ce qui est quand même un très bon résultat pour des patients qui sont beaucoup plus sévères que ce qu'on a vu dans les études anti-JAK. Donc en fait, ce qu'on peut recommander, c'est métho 20 mg par semaine, associé à cortencil 20 mg les 3 premiers mois, 15 mg les mois d'après, et puis de diminuer progressivement après. Et puis en cas d'échec, passer à un anti-JAK. Ici, les repousses qu'on a sous métho et cortencil, vous voyez, sont vraiment des repousses de bonne qualité, cheveux terminaux et pigmentés. Globalement, on a eu les effets secondaires classiques avec le méthotrexate. On n'a pas eu beaucoup plus d'effets secondaires que ça. Donc en conclusion, ça peut être un bon traitement des pelades récalcitrantes à condition d'associer le cortencil. Alors ensuite, le lichen plan pilaire. Donc ça, c'est un véritable défi thérapeutique. On a beaucoup de mal à les traiter. On a beaucoup de mal à les suivre aussi. Et là, il faut vraiment faire des photos, il faut faire des mesures. On peut utiliser le score clinique le Lichen Plan Pilaire Assessment Index, qui est un score clinique qui a été développé par Vera Price et qui est publié dans le JAD, où on met en jeu
à la fois des signes fonctionnels comme le prurite, la douleur et les brûlures, des signes physiques comme l'érythème péripilaire, l'érythème diffus, l'hyperkératose péripilaire. Un test à la traction, on regarde si ça ramène un cheveu anagène ou pas, et puis on demande aux patients ce qu'ils pensent, s'ils pensent que c'est stable, s'ils pensent que ça évolue ou si c'est pas trop. Et ça nous donne un score qui va de 0 à 10, mais qui est surtout un score de l'inflammation. Donc ce qu'il faut, c'est faire également des photos avec des petits repérages. Et moi, je fais des photos à fort grossissement en repérant soit un névus, soit un angiome stellaire, soit un angiome rubis, soit de temps en temps, on peut faire des points de micro-tatouage. On a eu une étude qui met en évidence l'efficacité du tofacitinib en crème, mais je l'ai essayé plusieurs fois et j'ai pas eu de succès non plus. On a une petite étude avec des succès du tofacitinib Peros. J'ai utilisé plusieurs fois l'olumiante, sans grand succès non plus. Donc je suis un petit peu déçu de ces approches-là. Il y a une étude rétrospective sur le baricitinib qui montre que ça peut marcher de temps en temps. Et surtout, ce qui est nouveau et ce qui est intéressant, c'est 2 études récentes sur le méthotrexate qui montrent que le méthotrexate a à peu près la même efficacité que la cyclosporine. Et la cyclosporine, pour moi, était le traitement le plus efficace actuellement. Donc on voit que le méthotrexate est considéré comme efficace dans des revues générales. Il est supérieur à l'hydroxychloroquine dans une étude comparative, mais pour moi l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas bien. Il est équivalent à la cyclosporine dans une étude à propos de 16 cas publiée en 2018. Et puis on a également une étude randomisée plus récente qui a comparé 16 cas sous métaux, 17 cas sous cyclo, avec une efficacité à peu près identique dans les 2 cas, avec une rémission chez 14 patients sur 16 sous métaux et 17 sous 12 sous cyclo à 6 mois. Alors après, il faut poursuivre parce qu'on a souvent des rémissions à 6 mois, la maladie est lente et quand on voit les études à 1 an, souvent les résultats sont moins bons. Il faut faire le lichen planpilaire assessment index, il faut demander aux patients ce qu'ils en pensent et il faut faire des photos. Ici, vous voyez cette étude métaux versus cyclo qui montre qu'on a à peu près des courbes parallèles avec les 2 produits. On a également une évolution du lichen planpilaire assessment index qui est à peu près la même. La cyclo marche un tout petit peu mieux sur le score photographique, mais le méthotrexate est quand même plus simple à utiliser, il y a moins d'effets secondaires. Donc j'ai tendance maintenant, quand mes patients ont échappé après une corticothérapie générale de blocage, à utiliser le méthotrexate. Le baricitinib, on a cette étude qui est rétrospective sur une 12aine de patients avec une réduction du score chez 5 sur 7 en lichen planpilaire, 3 sur 5 en alopécie frontale fibrosante. Moi, j'ai une expérience personnelle qui est moins positive que ça. Et c'est de l'ouvert, donc à voir. Bon, ici, c'est les détails de l'étude baricitinib. Alors après, peut-être d'autres traitements. Il y a eu quelques cas de succès avec l'Humira, le Cosentyx ou sécukinumab. On a fait une étude récente qui vient d'être acceptée, qui montre que ça marche un petit peu dans le lichen planpilaire, alors que ça a été plutôt décevant dans les lichens muqueux et dans le lichen cutané. On a également l'ixekizumab qui a un cas avec une repousse après 12 semaines de traitement et un traitement arrêté qui semble stabilisé. Donc peut-être que cibler l'IL-17 pourrait être une option efficace pour le futur, mais pour le moment on a un petit peu de mal. Donc ça c'est un petit peu ce que je fais actuellement dans les lichens planpilaires, systématiquement dermovalgel, plus ou moins Clobex, Kenacort in situ mensuel 3 mois, puis tous les 3 mois après, doxycycline. Il y en a qui rajoutent du minoxidil à petite dose, ça épaissit les cheveux persistants. En cas de grande poussée, je fais une corticothérapie de blocage, mais à forte dose, à 1 mg kg 15 jours, réduit sur 4 à 6 mois. Le méthotrexate, on peut le faire au long cours. La cyclosporine, on peut faire 6 mois en cas d'échec et reprendre le métaux derrière. Ou on peut même reprendre le Cellcept derrière la cyclosporine. Vous voyez que ce n'est pas complètement défini, mais c'est vraiment l'ordre des choses dans cet ordre-là que j'aborde les traitements. Les folliculites décalvantes,
Qu'est-ce qu'on a comme nouveau traitement? Il n'y a pas de traitement définitif. En première intention, ça reste les cyclines. En deuxième intention, je continue l'association rifampicine-clinda qui, à mon sens, marche très bien, même si on a l'impression que les dosages de clindamycine sont vraiment amoindris par l'effet un petit peu inducteur de la rifampicine. En pratique, ça marche bien. L'après-midase, il y a une publication à propos d'un cas, donc gardez ça dans un coin de la tête. La photothérapie dynamique peut être utile dans certains cas très localisés, mais il y a eu des cas où il y a eu des guérisons et puis il y a eu des cas où il y a eu des aggravations. Donc, à utiliser avec précaution aussi. L'Humira est intéressant dans les formes récalcitrantes, mais il faut utiliser un petit peu les doses de maladie de Verneuil, c'est-à-dire 160 mg en induction, puis ensuite 80 mg toutes les 2 semaines. Cette étude qui a été publiée, dans laquelle je suis compromis, est peut-être un peu excessivement positive. Quand on voit les patients après, on n'a pas toujours eu un maintien de l'efficacité. Le sécucunimab est peut-être un peu plus efficace, comme dans le Verneuil, mais les études commencent à peine. Depuis qu'il y a une AMM pour la maladie de Verneuil et un remboursement et de l'Humira et du sécucunimab, c'est des produits qu'on peut utiliser avec remboursement en restant dans une AMM, puisque finalement, on est un petit peu dans une maladie de Verneuil du cuir chevelu. Les cellules disséquantes, alors ça, c'est un truc qu'on arrive à bien traiter. On utilise de l'isotrétinoïne. Ici, vous voyez l'efficacité de l'isotrétinoïne en 2 mois. Quand on utilise ça à un stade débutant, on réduit l'inflammation, on réduit les nodules et on obtient une repousse assez rapide. Quand on utilise ça à des stades plus tardifs, c'est plus difficile. Ici, un jeune homme de 15 ans, c'est exceptionnel chez les adolescents, mais on peut voir quelques cas avec ces grosses lésions en relief, alopéciantes, douloureuses, chaudes, qui sont parfois associées à des acnées. Vous voyez ici une acné des tempes. Donc ça peut être associé à une maladie de Verneuil, à une acné nodulokystique, à des sinus pilonidaux. En cas d'acné, il faut démarrer peut-être un peu plus lentement pour éviter d'avoir des acnés fulminances. Vous voyez ici, chez ce jeune garçon, le résultat de l'isotrétinoïne à 3 mois. Donc vraiment, ça marche. On a publié notre expérience dans le JAD, alors ça c'est pas la nôtre, c'est d'autres articles qui montrent que vraiment ça fonctionne bien et il faut utiliser le reste uniquement en deuxième intention, essentiellement l'Humira en deuxième intention. Voilà, puis tous ceux qui veulent un peu de session de rattrapage, on a toujours un congrès tous les ans. Cette année, c'est le samedi 8 juin 2024. On parle de cheveux toute la journée. Il y a beaucoup de cas cliniques, il y a des trucs pratiques sur la pelade, sur les alopécies cicatricielles. Vous pouvez vous inscrire, vous avez l'adresse de Farouja Boutiche qui gère les inscriptions, mais surtout maintenant, il y a, si vous tapez Samedi de Saboureau, ou si vous allez sur le site centresaboureau.fr, il y a un lien vers un site dédié au congrès sur lequel vous pouvez vous inscrire en ligne avec carte bleue, virement, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cette présentation éclairante. Donc, l'immersion se poursuit avec Camille Mas, qui nous vient des laboratoires de recherche et développement, dermocosmétique et aussi Oral Care, Pierre Fabre, qui va nous parler plus en détail sur les actifs innovants de notre solution Neoptide Expert. Merci. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Alors en effet, maintenant on va parler de l'innovation derrière Neoptide Expert, des actifs qu'on a pu identifier, mais avant tout des nouvelles voies d'action, de la vraie innovation physiologique autour de la chute de cheveux chronique. Donc pour commencer, vraiment je vais rien vous apprendre, le follicule pileux c'est un organe qui est très dynamique, notamment parce qu'il passe par un cycle avec ses 3 phases bien connues, anagène, catagène, télogène. Quand tout ça s'enchaîne, tout va bien, on a un cheveu qui est produit, qui permet de recouvrir tout le cuir chevelu. Ce qui nous intéresse un peu plus près, particulièrement ce soir, dans le cas de l'alopécie androgénétique,
on a un raccourcissement de la phase anagène et aussi un défaut de déclenchement de cette phase anagène, de la transition télogène-anagène, qui va faire que le cycle va être de plus en plus court et donc du coup le cheveu produit de plus en plus court, de plus en plus fin et un cuir chevelu qui va devenir de plus en plus apparent. Alors quelles sont les nouvelles voies d'action? Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui pour avoir des traitements cosmétiques toujours plus efficaces? Alors tout d'abord, on a travaillé en collaboration avec le professeur Jean-Hilaire Sora, donc qui est dermatologue, et qui nous a remonté particulièrement l'intérêt de travailler sur la kératine 75. Alors avant de parler de cette kératine 75, il faut bien voir le follicule pileux comme une sorte d'oignon avec plusieurs couches de kératinocytes qui ont chacun un rôle, et le rôle leur est donné en fonction des kératines que ces kératinocytes vont exprimer. Donc on a la couche la plus externe, l'ORS, qui va avoir un rôle vraiment de bouclier. Je passe tout de suite à la couche la plus interne, l'IRS, qui va guider la tige vers la sortie, une sorte de tuteur, de moule. Et entre ces deux couches-là, il y a une couche très fine qui s'appelle la companion layer. Cette companion layer, il a été décrit qu'elle jouait un rôle de scratch, de velcro, entre la couche extérieure et la couche intérieure. Donc ça va permettre d'avoir une structure du follicule pileux bien cohésive. Et cette companion layer, elle exprime d'une façon très particulière la kératine 75. Elle nous intéresse aussi, cette kératine 75, parce que c'est une des premières à être exprimée par les cellules souches du follicule pileux quand il commence à se différencier en cellules du follicule. Donc c'est aussi un marqueur de la croissance. La deuxième voie qui a pu nous intéresser, elle concerne la dynamique du follicule pileux, mais cette fois dans son environnement périfolliculaire. Et cette fois, on a regardé plus particulièrement les réseaux lymphatiques. Alors on sait qu'il y a une dynamique entre le follicule pileux et la microcirculation, et entre le follicule pileux et les réseaux lymphatiques, on le sait, mais c'est relativement peu mis en avant, finalement peu travaillé. Là, ce qui a été décrit, qui était très intéressant par Hélène Fuchs, c'est qu'il y a une interaction au niveau du bulge, donc au niveau de la réserve de cellules souches. Il y a notamment une balance d'expression entre l'angiopoïétine 4 et l'angiopoïétine 7, ce que vous pouvez voir dans le cadre de gauche. Quand il y a une surexpression de l'angiopoïétine 7 au niveau des cellules souches, eh bien, il y a une forte interaction entre les vaisseaux lymphatiques et le bulge. Et cette forte interaction, ça maintient les cellules en phase de quiescence. C'est comme un verrou. Quand par contre la balance se rééquilibre du côté de l'angiopoïétine 4, donc qui serait plus exprimée par les cellules du bulge, eh bien cette fois il y a dissociation des vaisseaux lymphatiques avec le bulge. Et cette dissociation, c'est comme une sorte de levée de verrou. Les cellules souches vont pouvoir rentrer en prolifération, en différenciation, et donc le follicule va pouvoir passer en phase anagène, phase de croissance. Et enfin, une voie qui nous intéresse toujours depuis quelques années, qui est vraiment clé et incontournable aujourd'hui, c'est la voie Wnt-bêta-caténine. Alors cette voie-là, on la connaît bien dans la prolifération, la différenciation cellulaire. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement au niveau du follicule pileux, c'est que quand cette voie est activée dans les cellules de la papille dermique, donc vraiment au cœur du bulbe, eh bien, ça induit la production et la sécrétion de facteurs de croissance pilaire. Parmi ces facteurs, on va retrouver KGF, IGF-1, par exemple, des grands classiques que l'on connaissait déjà comme importants dans l'induction de la phase anagène. Et donc, ces facteurs-là, ils vont avoir deux principaux rôles. À destination des cellules souches, ils vont les activer pour induire la phase anagène, et à destination des cellules du bulbe, de la matrice, donc en cours de prolifération, ça va prolonger la phase anagène. Ce sont les signaux qui vont dire on continue la phase anagène. Ce qui est très intéressant, c'est que chez les sujets atteints d'alopécie androgénétique, il a été décrit une surexpression de DKK1, notamment à cause des androgènes. DKK1, il empêche l'activation de la voie Wnt-bêta-caténine, c'est un antagoniste bien connu. Donc si on a des défauts d'activation de la voie Wnt-bêta-caténine, en tout cas si elle est moins active, on a moins de production de facteurs de croissance et donc une initiation de la phase anagène qui est plus difficile et surtout une phase anagène qui est plus courte. Voilà donc des voies vraiment d'innovation, des voies techniques qui nous ont intéressés. Et pour jouer sur ces voies-là, on a identifié un trio d'actifs complètement innovants, inédits et naturels.
Le premier actif, c'est un extrait de Chardon-Marie qui s'appelle l'Ancorane. Le second actif, c'est un actif aussi végétal, un extrait de l'Espedeza capitata. Et le dernier est un sel de manganèse qu'on appelle la mangalidone. Alors tout d'abord, on a regardé l'efficacité de l'Ancorane, quel pouvoir il pouvait avoir. Eh bien, il se trouve que l'Ancorane a augmenté significativement et au sein du follicule pileux l'expression de notre fameuse kératine 75, notre kératine de la couche Scratch. On a vu une augmentation de plus de 32% versus non traité, ce qui nous a permis de nous dire que l'Ancorane avait une vraie valeur ajoutée, une vraie efficacité sur l'amélioration de la structure du follicule pileux et de l'ancrage de la tige pilaire dans son follicule. D'autre part, l'Ancorane nous a aussi montré une très forte activité sur l'angiopoïétine 4. Elle a été augmentée de fois 10. Donc on a un vrai basculement dans la balance angiopoïétine 4, angiopoïétine 7, avec du coup une action sur ces interactions entre les cellules souches du bulge et les vaisseaux lymphatiques. Enfin, l'extrait de l'Espedeza, une activité qui nous semble aussi assez incontournable et de rééquilibrer au niveau des androgènes. Et donc on a pu montrer, en dosant le taux de conversion de la testostérone en dihydrotestostérone, que l'Espedeza permettait de diminuer cette conversion-là. Donc si on diminue la conversion testostérone en dihydrotestostérone, on diminue l'impact de la dihydrotestostérone. De la même façon, cet extrait de l'Espedeza a montré une efficacité sur l'inhibition de la production de DKK1. Donc ça nous permet de réguler la voie Wnt, de lui lever un inhibiteur afin de repermettre l'activation des voies de différenciation des cellules souches et de la phase anagène. Le mangalidone a des activités vraiment de dynamisation du follicule pileux dans son environnement. On a pu regarder deux facteurs, le versican, donc qui est une protéine de la matrice extracellulaire. Donc cette fois, on parle du follicule pileux qui va s'accrocher dans le derme lors de la phase anagène. On a regardé également le VEGF, qui est un facteur d'angiogénèse, et donc là qui va permettre de favoriser l'apport en oxygène et en nutriments via la microcirculation au niveau du bulbe. Le mangalidone a permis d'augmenter fois 33 la production de versican, et d'un peu plus de fois 3 la production de VEGF. Donc une vraie action d'accompagnement du follicule pileux dans sa phase anagène pour maintenir le plus longtemps la phase de croissance. Ce trio d'actifs est donc inédit, innovant et particulièrement complémentaire. On a l'Ancorane qui va permettre d'ancrer le cheveu dans son follicule, de renforcer la structure en stimulant la croissance. Le l'Espedeza capitata qui va permettre de prolonger la phase anagène en agissant sur du rééquilibrage au niveau des androgènes et de la voie Wnt bêta-caténine. Et enfin, le mangalidone avec son activité sur la microcirculation et sur l'ancrage dans la matrice dermique. Alors ce trio d'actifs, nous l'avons mis dans le sérum Neoptide Expert. Et nous avons voulu montrer, avant d'aller en clinique, quelle était l'efficacité de ce sérum et sur quel modèle est-ce qu'on pouvait faire ça. Eh bien, on a travaillé avec le laboratoire du Ralf Poss, donc Monasterium, qui est en Allemagne, et qui a mis au point un super modèle de culture où on peut cultiver en fait des punchs issus de déchets de lifting qu'on récupère le jour même de l'opération et qui contiennent des cheveux suffisamment pigmentés pour qu'on puisse les repérer. Donc on fait des petits punchs qu'on met en culture et on arrive comme ça à maintenir la peau et surtout le poil dans la peau en survie. Le poil continue de pousser pendant plusieurs jours et donc on peut regarder l'impact de notre sérum sur cette pousse de cheveux notamment. Donc on a reproduit le protocole de traitement avec un traitement néoptide tous les jours pendant 4 jours, puis au 5e jour, on a récolté les explants pour les analyser. Le premier élément qu'on a voulu regarder, c'était déjà la pousse du cheveu ex vivo, donc dans cette matrice assez complexe qu'est cet explant. Et on a pu voir que grâce au sérum néoptide, on a augmenté par 2 l'élongation de la tige pilaire produite sur ce modèle. On avait comparé le minoxidil à 5%,
Et on a pu voir quand même s'il y avait une petite augmentation avec le minoxidil. En tout cas, dans ces conditions, Neoptide Expert a permis une élongation supérieure à celle du minoxidil. Dans un second temps, nous avons compté le nombre de follicules pileux qui se retrouvaient en phase anagène versus phase catagène. C'est quelque chose qu'on peut faire quand on fait des coupes de ces explants-là. On arrive très bien à repérer ces deux phases-là. Et donc, on a vu une augmentation du nombre de follicules en phase anagène grâce au traitement Neoptide versus sans traitement. Et ce résultat est très similaire à celui obtenu avec le minoxidil. Et enfin, nous avons regardé notre fameuse kératine 75 avec ce sérum et nous avons pu voir que dans ces follicules-là, traités pendant 4 jours avec Neoptide, on a une augmentation de plus 32% de la production de cette kératine 75. Donc on booste la production de cette kératine et on renforce la structure du follicule pileux. Alors voilà les résultats pharmacologiques de ce sérum avec des nouvelles voies complètement innovantes et inédites, tout comme ses actifs. Qu'en est-il des résultats cliniques? Je vais laisser la parole à Valérie Mongeau. Merci. Merci. Micro. Merci beaucoup Camille. Et justement, donc, on a du nouveau. Donc, on a docteur Valérie Mongeau, qui est la directrice médicale du CREI, donc, qui va nous dévoiler en avant-première donc, les résultats des études cliniques qui ont été effectuées post-greffe. Et je passe la parole à docteur Valérie Mongeau, qui est connectée également pour répondre à vos questions. Bonsoir à toutes et à tous, chers professeurs, docteurs et collègues. Je suis très heureuse ce soir de partager avec vous nos dernières données cliniques sur notre nouveau sérum anti-chute Neoptide Expert. Pour évaluer la tolérance et l'efficacité clinique de notre nouveau sérum anti-chute, nous avons réalisé 2 études cliniques innovantes, randomisées. La première étude était en monothérapie chez des femmes qui souffraient de chute de cheveux chroniques et la deuxième étude était une étude tout à fait innovante réalisée chez des hommes qui souffraient d'alopécie androgénétique et qui ont réalisé une transplantation capillaire. La première étude a été réalisée dans un centre français spécialisé dans les désordres capillaires, le centre Saboureau, avec le docteur Pascal Régagne. Il s'agissait d'une étude comparative randomisée sur 64 femmes avec un groupe qui utilisait Neoptide Expert 1 fois par jour pendant 7 semaines versus un groupe contrôle. Le critère principal de cette étude était la mesure de la sévérité de la chute de cheveux grâce à la technique du pool test. Et comme vous pouvez le voir ici sur ce graphe, nous avons pu montrer que dès 2 mois d'utilisation, nous avions une diminution significativement plus importante de la chute de cheveux dans le groupe qui utilisait Neoptide Expert par rapport au groupe contrôle, avec des résultats qui ont continué à s'améliorer dans le temps. Et ceci a été confirmé par une autre approche qui est un test appelé le 60 secondes Hair Count Test, qui consiste à demander aux patients à se brosser les cheveux pendant 1 minute, à récupérer tous les cheveux présents sur la brosse et donc les cheveux qui sont tombés et à les compter. Et là encore, nous avons pu montrer, ceci dès le 1er mois d'utilisation, que le groupe qui utilisait Neoptide Expert avait une diminution significativement plus importante de la chute de cheveux par rapport au groupe contrôle, et là encore avec des résultats qui continuaient à s'améliorer dans le temps. Nous avons par ailleurs démontré que l'utilisation de Neoptide Expert permettait d'augmenter significativement la densité et les volumes de la chevelure avec des résultats constatés après 2 mois d'utilisation et toujours des résultats significativement plus importants que ceux observés dans le groupe contrôle. Donc ici, les photographies avant et après les 4 mois de traitement avec Neoptide Expert utilisé seul donc chez ces femmes qui souffraient de chute de cheveux chronique.
Je voudrais maintenant vous présenter notre deuxième étude, qui je pense est une étude très innovante. C'est une étude qui a été réalisée chez des hommes qui souffraient d'alopécie androgénétique et qui ont réalisé une transplantation capillaire. Donc, cette étude a été designée et menée avec le docteur Sergio Vano Galvan, qui est tricologue et expert de la transplantation. Donc, cette étude était une étude randomisée, comparative, avec un groupe de sujets qui a utilisé Neoptide Expert 2 semaines avant la greffe, puis ensuite pendant 1 an post-greffe, versus un groupe contrôle qui n'utilisait pas notre produit. Et le critère principal était l'évaluation de la tolérance de notre produit en post-greffe. En effet, Neoptide Expert était réappliqué sur la zone implantée dès le 4e jour post-greffe. Il était donc important de bien valider la tolérance du produit sur cette zone qui était en cours de réparation. Comme vous pouvez le voir ici sur ces graphes, nous avons pu montrer que dès le 4e jour d'application de Neoptide Expert, nous n'avons observé aucun signe physique ni fonctionnel d'intolérance lié à l'utilisation de Neoptide Expert, montrant ainsi la très bonne tolérance du produit appliqué sur cette zone transplantée. Bien sûr, nous avons aussi évalué l'efficacité de notre produit sur cette zone greffée. Et tout d'abord, nous avons regardé l'effet de Neoptide Expert sur l'aspect global de cette zone implantée. Et comme vous pouvez le voir ici sur ces graphes, nous avons pu montrer que Neoptide Expert induisait une amélioration plus rapide et de meilleure qualité de cette zone receveuse par rapport au groupe contrôle, et ceci dès le 1er mois post-implantation, avec des résultats qui continuaient à s'améliorer après 3 mois. Et nous avons confirmé ces résultats après 9 et 12 mois, avec toujours notre produit qui améliorait de façon plus significative cette zone implantée par rapport au groupe contrôle. Nous avons par ailleurs regardé l'effet de Neoptide Expert sur la pousse de ces cheveux nouvellement transplantés. Et cette évaluation a été réalisée à 6 mois, qui est la période à partir de laquelle où ces cheveux greffés commencent à repousser. Et là encore, nous avons pu montrer que Neoptide Expert favorisait la croissance de ces cheveux transplantés dès le 6e mois versus le groupe contrôle. Et là encore, nous avons pu confirmer ces résultats à 9 et 12 mois. Donc, si on regarde maintenant comment insérer Neoptide Expert dans les algorithmes de prise en charge de la chute des cheveux, eh bien pour des femmes qui vont souffrir d'effluvium télogène chronique, on va pouvoir le prescrire et le conseiller en première intention, seul ou accompagné et associé au complément alimentaire Anacaps Expert. Et pour les patients souffrant d'alopécie androgénétique, il pourra être utilisé en relais des traitements médicamenteux comme le minoxidil en cas de thérapeutique exhaustion ou bien de contre-indication du minoxidil. Enfin, il pourra être aussi conseillé en accompagnement des greffes capillaires afin d'aider le cheveu à repousser avec une pousse de bonne qualité et améliorer la pousse de ces nouveaux cheveux transplantés. Donc, en conclusion, fort de notre expertise dans le domaine capillaire et en nous appuyant sur les dernières avancées scientifiques, nous avons développé un nouveau sérum anti-chute, Neoptide Expert. Ce sérum a été formulé avec des actifs innovants et brevetés, comme l'ancorase, qui permet de favoriser l'ancrage des cheveux et la croissance de nouveaux cheveux. Et l'efficacité clinique de ce nouveau sérum a été démontrée grâce à des études cliniques robustes, aussi bien en monothérapie chez des femmes souffrant de chute de cheveux chronique que chez des patients qui ont réalisé une transplantation capillaire. Je vous remercie pour votre attention. Valérie? Oui. Bonsoir à toutes et à tous.
et à tous. Je suis désolée de ne pas être ce soir parmi vous à Casablanca. J'espère que vous avez apprécié cette soirée des laboratoires dermatologiques avec notamment l'excellente présentation du docteur Pascal Régagne sur les dernières avancées thérapeutiques dans la prise en charge des alopécies, et que vous avez pu aussi apprécier les dernières avancées scientifiques qui nous ont permis de développer notre nouveau sérum anti-chute Neoptide Expert. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et je pense que le docteur Pascal Régagne et Camille Mas sont aussi à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Des questions? Ben, merci beaucoup pour votre... Oui, bien sûr. Juste par rapport à l'étude où on a comparé Neoptide sur les zones de greffe, on a constaté une amélioration dans le groupe qui a reçu le Neoptide. Et quand vous parlez de l'amélioration de la zone par rapport au groupe contrôle, cette amélioration de cette zone-là, elle consistait en quoi? Oui, vous avez parlé de la croissance, qu'il y a eu la croissance plus importante. Oui. Mais juste avant, slide avant, vous avez parlé de l'amélioration de la zone de greffe. Oui, c'est de l'amélioration de l'aspect du cheveu qui est repoussé et de la densité aussi de cette zone greffée. C'était de façon globale l'évolution qui a été observée par les investigateurs. Donc, ils ont regardé la pousse, mais aussi la densité, l'aspect du cheveu qui est repoussé sur cette zone greffée. D'accord, merci. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Ok, alors merci beaucoup pour votre présence. Je tiens également à remercier mes chers collègues qui ont veillé pour la réussite de cet événement. Donc, je renouvelle mes remerciements également pour Camille Mas et pour le docteur Pascal Régagne. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, je vous propose de poursuivre notre échange autour d'un dîner. C'est au premier étage. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci Valérie.